Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Athénaïs Fondrevel et vous écoutez le premier épisode de Fabrique du sentiment d'échec. Pour ce premier épisode, j'accueille Axel. Elle a 19 ans, elle vit en Suisse. Donc avant de commencer, je vais faire un petit point sur l'école en Suisse. Donc d'abord, il y a l'école obligatoire qui est jusqu'à 15 ans, qui est pour tous les enfants. Puis après, il y a l'école post-obligatoire qui là se divise en deux. Donc d'abord, il y a le secondaire 2, où là, les élèves peuvent choisir entre plusieurs filières, soit un apprentissage, une école de commerce, une école de culture générale et plein d'autres filières. Après ça, ils peuvent faire soit une maturité professionnelle, donc là, ce sera une spécialité soit dans la continuité de ce qu'ils ont choisi, soit autre chose. En fait, il y a des passerelles qui sont assez faciles à faire. Ou alors, ils peuvent aller dans le tertiaire, donc là, ça va être toutes les hautes écoles, donc l'université ou la haute école de santé ou la haute école de pédagogie. Quand Axel parle de ses notes, il faut savoir que c'est des notes qui sont sur 6. Bonne écoute. Alors, je viens de la Suisse, du canton du Jura, parce que le système scolaire, il est un peu différent dans chaque canton. Je suis dyslexique, dysorthographique, dyspraxie et dysgraphie. Okay. Donc, j'en ai 4. Après, j'ai un autre handicap aussi qui est l'hypotonie, mais il est aussi en lien avec la dyspraxie et la dysgraphie un petit peu. Hypotonie, tu peux dire c'est quoi? En fait, c'est assez complexe à expliquer, mais en fait, c'est les muscles qui n'ont pas beaucoup de force. D'accord. Par exemple, pour porter moi quelque chose qui pèse 1 kg, ça me demande beaucoup plus d'effort que pour quelqu'un lambda, entre guillemets. Ok. Ouais, ça au quotidien, ça doit être aussi handicapant. Ouais, alors c'est assez... il y a certaines choses, j'ai beaucoup de mal à le faire. Mais après, moi, c'est pas ça m'handicape pas. Enfin, je peux quand même faire ce que je veux au quotidien. Après, j'ai des petites astuces. Puis, s'il y a des choses que je peux pas faire, je demande de l'aide ou je fais autrement. Je m'adapte tout le temps dans ma vie. C'est une adaptation sans cesse, en fait. Dès que j'ai une difficulté, je passe par-dessus et je m'adapte tout le temps, que ce soit avec l'hypotonie ou mes multidys. Ouais, ok. Parce que du coup, toi, t'en es à où au niveau de tes études? Je suis dans le secondaire 2, donc école de culture générale. C'est juste après l'obligatoire, en fait. Ok. Mais j'ai fait d'autres choses avant. J'ai pas redoublé ma dernière année, mais c'est un peu une année pour refaire ses bases. Ça s'appelle une 12e année, en fait, parce qu'on va jusqu'à 11 en Suisse. Et j'ai refait la 12e année pour revoir un peu français, maths, allemand, anglais. J'ai pu revoir toutes ces bases. Ensuite, j'ai commencé un apprentissage comme opticienne, qui est un apprentissage assez complexe. Malheureusement, je n'ai pas continué l'apprentissage. Je suis partie 2 mois à Londres pour pouvoir perfectionner mon anglais, surtout de refaire bien les bases de mon anglais. Et l'année passée, j'ai commencé l'école de culture générale. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de ton enfance? Genre, quand est-ce que tu as été diagnostiquée? À quel âge? Enfin, je ne sais pas si c'était récent ou... Alors, je l'ai su assez vite. Je l'ai su à l'âge de la dyslexie et la dysorthographie à l'âge de 6-7 ans, donc assez rapidement quand même. Et ce qui est dyspraxie et dysgraphie, je l'ai su un petit peu plus tard, vers 8-9 ans. Et du coup, c'est qui? C'est les enseignants qui ont redirigé tes parents ou c'est tes parents qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des soucis d'apprentissage ou... Alors, ma maman, elle est enseignante. Elle était enseignante seulement pour les 4-5 ans et les 5-6. Donc, elle n'avait pas notion de plus grand, mais elle s'est quand même rendue compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il faut savoir que mon papa est lui-même dyslexique et sa sœur aussi. Donc, ils savaient un peu de quoi ça pouvait venir, tout ça. Et c'est les enseignants et mes parents qui ont vu quelque chose qui n'allait pas. Donc, ils m'ont... En fait, je suis d'abord allée en ergothérapie, surtout parce que j'arrivais pas à écrire, je tenais pas bien les choses et tout ça. Donc, ils sont tout concentrés là-dessus. Et c'est seulement ensuite, vers 6-7 ans, que je suis allée en logopédie, en orthophonie, je crois que vous appelez en France.
Et c'est là qu'ils ont découvert que j'étais dyslexique et dysorthographique. Et c'est seulement après qu'ils ont pu poser le diagnostic dysgraphie et dyspraxie. Ok. Et du coup, la dysgraphie et la dyspraxie, ça se manifeste comment Alors, surtout par l'écriture. Très, très clairement, l'écriture, c'est une catastrophe. Ça va mieux depuis quelques années. J'ai réussi à mettre des petites méthodes pour réussir à différencier un T avec un L, un A avec un O. J'ai réussi à trouver des petites méthodes pour que quand j'écris, qu'on puisse différencier quand même. Mais ça n'a pas été facile. Et après, il y a aussi la gym qui m'a posé énormément de problèmes, que ce soit le jonglage, l'équilibre, courir, attraper les balles. J'en étais incapable il y a encore 4 ans. Je voyais une balle, j'allais à côté. En fait, je la rattrapais, je ne la rattraperais pas. C'était très difficile et c'est par là que ça s'est manifesté. Et du coup, pour la dyspraxie, c'est avec l'ergothérapeute que tu travailles le plus ou c'est avec... ouais. Ouais, c'est avec l'ergothérapeute. J'ai fait pendant longtemps de l'ergo, je dirais 8 ans en tout cas. Et ça fait quelques années, en fait, je vais à la demande. C'est-à-dire que quand j'ai, par exemple, un exercice de maths où il faut tourner les formes, faire de la géométrie, ben voilà, je lui mets un message et je vais la voir, on règle ce problème et j'y vais plus pendant quelques temps. Parce que la géométrie, en fait, tu as du mal à dessiner les formes, c'est ça Je ne les vois pas. Par exemple, dessiner un cube, Ouais. ce qui est quelque chose quand même qu'on a souvent besoin à l'école, moi j'en étais incapable. Je ne le voyais pas comment le dessiner. Okay. Et pour moi, l'espace autour de moi est très, très abstrait comme ça. Enfin, la 3D, c'est quelque chose... moi, j'en fais mon mieux, je me porte. Et tout ça, c'est des choses que j'ai travaillé avec mon ergo. Comment, quand tu étais petite, tu as perçu ces problèmes-là et comment tu as ressenti ça? Moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours vécu avec, en fait. Donc, je ne me souviens pas vraiment du jour où je l'ai appris. Pour moi, en fait, depuis toute petite, j'ai des problèmes. J'ai l'hypotonie depuis toute petite. Donc, j'ai toujours dû parler au prof pour l'expliquer. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça, en fait. Du coup, est-ce que tu as été dans une école spécialisée? Moi, pas, mais ma sœur, oui, et mon frère est dans une école privée tout récemment. Et les profs, ça a été pour... Certains profs l'ont bien accepté à l'école primaire, hein, donc de mes 6 ans jusqu'à mes 12 ans. Ça s'est relativement bien passé. Ça s'est pas hyper bien passé, mais ça s'est pas mal passé non plus. Ce que je demandais, les aménagements, je les avais, mais c'était un peu le strict minimum. Ça, c'est compliqué quand j'ai changé d'école, parce qu'on change d'école quand on passe à l'école secondaire. Et alors là, ça a été une catastrophe. Le moindre aménagement, c'était des nombreuses heures de discussion. C'était oui, mais plus tard, vous les avez plus. Alors ça, c'est l'excuse qui nous ont le plus sorti. Dans les écoles supérieures, il n'y a plus d'aménagement, ce qui est totalement faux. Okay. Je ne sais pas pourquoi ils sortaient cet argument, parce que il n'est pas valable. Donc, je n'ai aucune idée pourquoi ils me sortaient cet argument. Est-ce que c'était il y a 20 ans, c'était comme ça? Je ne sais pas, mais c'était l'argument qui nous sortait. Alors, je me suis bataillée pour avoir mes aménagements. Donc, comme aménagement, j'avais demandé soit plus de temps, soit moins de questions. Donc, en Suisse, on part généralement de 20%. Donc, 20% de temps en plus ou 20% de questions en moins. Ça, ils ont eu beaucoup de mal à me les donner. Alors, l'ordinateur, ils ne veulent pas en entendre parler parce que je pouvais tricher. Ils ne voyaient pas l'utilité, en fait, parce que taper sur un clavier, j'étais là, oui, mais non. Le prof, il était là, mais Axel, je ne sais pas comment je vais pouvoir corriger ta disserte. J'étais là, oui, ben, je suis désolée, mais je ne peux pas écrire mieux, quoi. Quand je faisais des dissertations, j'étais obligée de prévoir, en fait, la dernière leçon pour réécrire mon texte, du recopiage. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ces aménagements-là. C'était, ouais, un vrai calvaire. Ouais. Et ça a duré combien de temps, du coup? Ça dure combien de temps Ça dure 3 ans. Et pour les examens, il y avait des examens, du coup, à passer alors, on n'a pas d'examen en fin d'année. On a en fait des tests continus. Ça allait. Je travaillais beaucoup pour avoir un 4 dans certaines branches. Dans certaines branches, je pouvais me débrouiller pour avoir un 5. Ça va jusqu'à 6, hein, je précise. Mais c'était beaucoup de travail pour des fois rien au bout, en fait. Et
c'était surtout ça qui était décevant. Avec quel âge à cette période-là, pour on resitue Entre 12 et 15. Entre 12 et 15 ans, ouais. Et du coup, maintenant, dans le Je suis dans une école post-obligatoire. post-obligatoire, c'est ça. C'est moi qui ai choisi d'aller là. Ça va, tu as des aménagements, tu as un ordinateur, c'est plus simple, c'est ce que tu disais. Ouais, en fait, dans cette école-là, je crois que je peux demander à peu près n'importe quel aménagement. Ils me diront oui, parce qu'ils savent que si je le demande, c'est parce que j'en ressens le besoin et que généralement, je ne demande pas aussi n'importe quoi. J'ai demandé l'ordinateur pour tout ce qui est prise de notes en classe. Ils m'ont dit, il n'y a aucun souci, on ne voit pas d'inconvénient. Du moment où tu ne vas pas sur Internet, on va faire autre chose. C'est-à-dire que les profs, des fois, ils viennent derrière voir ce que je fais, tournent en classe, ils voient et ça ne leur pose pas de problème, en fait. Je suis allée vers tous les profs, leur demander si ça les dérangeait, parce que je trouve que c'était du respect d'aller leur demander. Il n'y a aucun prof qui ne m'a refusé. Et les profs, ils disaient, ah, mais je ne l'avais pas fait avant. Je disais, non, je ne l'avais pas fait avant. Les profs, limite, je ne serais pas allée leur demander, ça leur serait allé aussi. J'ai les 20% aussi sans aucun souci. Utiliser un dictionnaire en classe, pas de problème. Je peux poser des questions lors des tests. Si j'ai pas compris une question, si je suis pas sûre de moi d'avoir bien compris, il n'y a aucun souci. C'est vraiment génial, quoi. Je me sens aussi beaucoup mieux de me sentir, je me sens libre, en fait, de pouvoir poser mes questions. Je ne suis pas jugée parce qu'il faut savoir que à l'école secondaire, j'étais discriminée par un prof qui trouvait ça complètement stupide, tous les aménagements que j'avais demandés, donc même pas acceptés. Hein. Et là, je me sens vraiment moi. Et c'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce prof il refusait que tu utilises ton ordinateur, par exemple Ouais, il refusait même que j'arrive en retard de 5-10 minutes parce que j'étais à la logopédiste, donc à l'orthophoniste. Il me mettait des remarques dans le carnet. Axel est arrivé en retard, ça ne va pas. Puis il mettait des coches. Et au bout de 3 coches, j'étais retenue. Alors, je me suis arrangée avec ma logopédiste pour qu'on finisse avant. Mais du coup, je n'avais pas mon temps voulu, en fait. Non, c'est 50 minutes. J'avais 40 minutes. Donc, à la fin de l'année, ça en fait des leçons en moins, en fait. Lors des tests, si je posais une question, il m'envoyait bouler. Il se moquait de moi, clairement, en classe. La dyslexique. Oui, c'est normal, t'es dyslexique, quoi. C'était tout des remarques comme ça. Il faisait rien pour m'aider, en fait. Et dans la classe avec les autres, du coup, le regard des autres et tout à cette période où justement tu n'avais pas beaucoup d'aménagement, est-ce que les autres étaient là aussi pour t'aider? Tu as pu réussir à parler avec eux de tout ça ou justement tu gardais plus ça pour toi parce que c'était pas accepté par les adultes en fait? Je ne l'ai jamais caché à mes camarades, hein, je l'ai toujours su, même cette année où je suis arrivée dans une classe, limite je le crie je le crie pas sur les toits, mais je leur dis, je leur ai expliqué pourquoi j'avais un ordinateur parce que je trouve normal de leur expliquer en fait. Mais quand j'étais à l'école secondaire, en fait il faut savoir que moi j'habite dans un tout petit village, donc on était regroupés avec un autre village, donc on se connaissait aussi un peu et j'étais avec beaucoup de personnes qui étaient déjà avec moi les 6 ans auparavant, donc ils me connaissaient déjà, ils savaient que j'avais des difficultés et tout ça. J'en parlais pas forcément avec eux parce que voilà, on se côtoyait, mais j'avais pas vraiment d'amis. Mais il y avait d'autres personnes 10 et mais si on peut dire qu'ils avaient moins de dyslexiques entre guillemets, mais ils ressentaient moins le besoin d'avoir cet aménagement. Donc voilà, mais même pour eux, c'était difficile d'obtenir les aménagements. Donc on essayait un peu de se souder quand même pour faire plus de poids. Et j'imagine que tes parents aussi, du coup, ont dû batailler à cette période-là du secondaire. Ils étaient avec toi ils ont, j'imagine, pris des rendez-vous avec des profs, avec peut-être même la direction de l'école, peut-être? Oui, alors on a eu des séances avec la direction. Même la direction, en fait, s'en foutait parce que le prof qui me discriminait faisait partie de la direction. C'est là que ça venait très complexe, en fait, parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, vu que c'était le directeur et qui s'en vantait, en fait. Après, ma logopédiste, elle connaissait très bien ce directeur-là, parce que pratiquement tous les enfants qu'elle suit passent par cette école-là, donc elle les connaissait bien. Et elle essayait de nous donner... Enfin, elle savait comment les prendre pour qu'au final, ils acceptent. Mais bon, c'était toujours comme ça. Mais je me souviens qu'on ait tapé le poing sur la table avec mon ergothérapeute et mes parents pour dire à un moment donné stop en fait.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'heures de séances, de courriers. Ma maman aussi, elle a téléphoné de nombreuses fois pour au final qu'on l'envoie bouler, en fait. Donc là, je fais une petite parenthèse pour vous parler des aménagements en Suisse. Donc d'abord, à l'école obligatoire, il peut y avoir un soutien qui est dispensé par un enseignant, donc un soutien pour soit un élève individuel, soit 2 élèves. Donc c'est plus pour faire soit des devoirs, soit revoir la leçon. Après, en classe, il y a un enseignant en plus qui explique aux élèves en difficulté le cours, les exercices. L'élève peut apporter en cours les documents fournis par l'orthophoniste pour l'aider, ou alors il peut aussi apporter des mémos, de l'aide, en fait, des documents qui peuvent l'aider à suivre le cours. Il y a aussi un système de élève-auditeur. Donc en fait, c'est un élève qui va participer au cours, qui va faire le test, mais la note ne comptera pas dans la moyenne générale à la fin. L'élève peut aussi demander à reformuler un énoncé de test. Il y a aussi les supports de cours où les tests sont adaptés, la mise en page est adaptée, donc ça peut être une police différente, un interligne un peu plus espacé. Bien sûr, il y a l'ordinateur et il y a le dictionnaire. Et comme ce que disait Axel, il y a aussi les 20%. Donc c'est soit 20% de temps en plus, soit 20% d'exercice en moins. Après, pour le poste obligatoire, donc on retrouve un peu les mêmes aménagements. Donc reformuler les questions lors des tests, l'accès à l'ordinateur, la mise en page adaptée des cours ou des tests, et les fameux 20%. Voilà, et donc là, Axel va nous parler de l'importance de l'ordinateur. Je prends surtout la prise de notes à l'ordinateur pour que je puisse me relire, parce que sinon, quand j'écrivais toutes mes prises de notes à la main, il me fallait déjà 2 heures pour déchiffrer ce que j'avais écrit. Donc, c'était encore du temps perdu pour l'apprentissage et tout ça. Mais je tiens à toujours maintenir un peu l'écriture à la main parce que remplir un formulaire, voilà, dans la rue ou comme ça, je pense qu'il y aura toujours besoin de l'écriture enfin, la main, quoi. Typiquement, remplir un formulaire dans la rue ou chez le médecin, on va pas commencer à sortir notre ordi et tout ça. Donc, je maintiens quand même toujours un peu l'écriture à la main quand même. Oui, ok. Et ça te fait mal à la main de tenir un crayon ou est-ce que tu as cette difficulté-là, c'est de tenir le crayon Alors, tenir le crayon, ça a été très compliqué. J'ai énormément travaillé avec l'ergothérapeute. Je crois que je le tiens toujours faux. Ça dépend, en fait. Je le tiens de différentes manières. Ça dépend du moment aussi. Mais voilà, on ne me reprend plus à mon âge. C'était un peu au début où... voilà, mais maintenant, voilà, je tiens fou. Personne ne va rien me dire. Mais j'écris plus beaucoup, vu que je tape tout à l'ordinateur en cours, sauf les maths. Parce que voilà, c'est un peu compliqué les maths à l'ordinateur encore. Mais là, et encore, j'écris pas beaucoup. Mais là, j'ai écrit l'autre jour un texte, parce que je me disais, il n'y a pas grand-chose à recopier. Je me suis fait un peu avoir et je me suis dit, ah ouais, ma main, elle a plus l'habitude. Mais il y a encore les tests que j'écris quand il n'y a pas beaucoup ou quand c'est pas une dissertation comme ça. J'écris parce que faire les tests à l'ordinateur, il faut mettre sur une clé USB, il faut envoyer au prof. Une fois sur deux, il y a un problème. Et moi, ça m'énerve. Donc, j'écris, mais ça me fait toujours bizarre d'écrire parce que j'écris plus. Ok. Et au niveau de la lecture, tu arrives à lire La lecture, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Après, j'ai trouvé des petites astuces. Typiquement, lire les noms d'huile en voiture. C'était très rapide à lire. Et après, j'ai lu beaucoup de panneaux parce que c'est des petites phrases, en fait. Et du coup, des fois, ça prenait un peu du temps. Mais c'était des petites phrases par-ci, par-là. Et c'était pas genre 15 minutes de lecture. Et c'est avec ça où tout d'un coup, j'ai eu un peu un déclic. Et maintenant, je dirais que je lis à peu près comme une personne non 10, même si des fois j'invente des mots, je remplace un mot par un autre, mais on me comprend quand je lis. Mais c'est toujours pas ça. Et toi, tu comprends ce que tu lis aussi dans ta tête et tout, ça va Je dois toujours relire plusieurs fois un texte. Ouais. Donc du coup, les romans, tout ce qui est roman, long texte, en fait, c'est compliqué ou tu arrives quand même à en lire? Ou, je sais pas, des textes pour l'école, tu vois, genre, je sais pas s'il y a des livres, des essais. Alors, on a lu des livres. C'est comme si je comprenais rien. Parce qu'après, on prend aussi des livres compliqués. Même les autres qui ne sont pas dyslexiques, qui me disent j'ai du mal à comprendre. Je suis là, ouais, en fait, c'est normal si j'ai pas compris.
Donc, comme là, on a lu un livre en classe, le prof ne faisait aucun résumé. J'étais là, j'étais en cours, mais comme si j'étais pas là, parce que j'avais pas compris l'histoire. Et là, on lit un livre avec un autre prof, et là, il fait des résumés, et je suis là, merci, merci de faire des résumés, parce qu'en fait, ça me permet de comprendre pour pouvoir continuer la lecture, vu qu'on fait une lecture suivie. Mais un roman, ça reste compliqué, quoi. Il n'y a pas photo, ça reste compliqué, quoi. En fait, je ne comprends pas les petits détails qui font pour comprendre la suite, en fait. Et t'as déjà travaillé, genre, t'as déjà eu des jobs étudiants déjà ou... Alors, j'ai pas trop, enfin, j'ai pas fait de job d'étudiant parce que le week-end, c'est compliqué, je bosse énormément. La semaine, quand je rentre à l'école, je suis morte, donc c'est pas possible. Mais j'ai dans mon apprentissage, donc un apprentissage, on a de l'école et du travail. Donc on est dans une entreprise, donc on côtoie le monde professionnel. Là, ça n'a pas été facile avec surtout la dyslexie, en fait, parce que mon patron, il me demandait d'écrire devant les clients des fois, et j'étais là. Ou alors, il me demandait d'écrire des mots pour mettre dans les envois. J'étais là, bon. Et ça s'est passé comment alors? T'as négocié ou... J'avais une collègue hyper chou qui m'aidait. Ouais. Et il y avait une collègue qui ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas faire un effort sur mon écriture, qui ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas de notes en allemand, qui pour elle, c'était imaginaire en fait de ne pas savoir écrire. C'était un peu du au-delà du... J'étais là, bon. Donc avec elle, je ne bossais pas souvent, donc ça allait. Mais je m'arrangeais pour recopier une autre lettre. Après, j'avais appris meilleure salutation, je l'ai appris par cœur pour éviter, mais je savais qu'il y avait toujours plus ou moins les mêmes lettres. C'était un peu du copier-coller. Donc voilà, mais j'écrivais à la main, donc c'est là. Heureusement, c'était des petites lettres, mais c'était compliqué. Et je me suis dit, ouais, il n'a pas compris. Et c'était ta seule expérience en milieu professionnel, du coup? Après, j'ai fait énormément de stages. D'accord. Dans les écoles, souvent on demande une semaine de stage par-ci, une semaine de stage par-là. Donc, j'ai quand même, je pense que j'ai bien fait une quinzaine de stages dans différents métiers. Des fois, ça pose problème, les 10, des fois pas. Ça dépend un peu, je ne dirais pas que ça dépend du métier, je dirais que ça dépend de la personne qu'on a en face. Tu as des exemples, par exemple, où, bon, à part celui que tu viens de dire là, mais des exemples où vraiment il y a eu encore un blocage ou des réflexions étranges? Ouais, alors après, dans plusieurs places d'apprentissage, c'est quoi la dyslexie? Nanana, donc on explique. Puis dans certains, on m'a jamais vraiment fait des réflexions vraiment en face, mais plus des comment tu vas faire? Plus un peu des remarques comme ça, un peu discrètement, en fait. Ou alors, typiquement, toutes les 2 secondes, ça, tu peux faire ça. Puis ça va. Moi, ça m'énervait parce qu'en fait, on a vraiment te prend un peu pour quelqu'un qui est nul en tout et un peu bête. Et moi, j'ai toujours dit, mais je viens vers vous s'il y a quelque chose que j'arrive pas. Moi, je préfère aller vers la personne. Pour leur dire, moi, en début de stage, je disais toujours, voilà, je suis dyslexique, dysorthographique, dyspraxie, dysgraphie. J'ai toujours été honnête, en fait, parce que je préfère que tout d'un coup, il y ait une situation où je sens en difficulté et je me voyais mal le dire à ce moment-là, en fait. Mais sinon, je ne me sens pas vraiment de situation un peu gênante ou comme ça. Mais après, mon premier stage comme opticienne, donc c'est où j'ai fait mon apprentissage comme métier. La première place de stage, c'était un rêve. Le patron est dyslexique, donc j'étais là, c'est parfait. Et lui, il m'a dit, j'ai mis des choses en place, éviter d'écrire devant le client ou un ordinateur. Et il a mis des choses en place comme ça. Donc, c'est là que j'ai pu voir qu'en fait, il suffit de mettre des petits aménagements et ça va. Et ça va. Et certains, ils ne veulent pas entendre ces petits aménagements. Typiquement, écrire à un ordinateur. C'est comme sur les réseaux sociaux, quand j'écris un commentaire et qu'on va me reprendre sur mon orthographe. Ça t'arrive ça, souvent? Ça m'est arrivé récemment sous un commentaire.
commentaire d'une vidéo TikTok où il y avait un employeur qui ne prenait aucun CV avec une faute d'orthographe. Et j'ai mis comme commentaire « et les 10 ». Pour être général, je n'ai pas mis dyslexique ou dysorthographique, mais j'ai mis « et les 10 ». Et là, ça a fait beaucoup commenter, en fait, entre ceux qui trouvaient qu'en fait, on peut faire relire et corriger. J'étais là, oui, effectivement, mais il faut aussi comprendre qu'un dyslexique, ils veulent aussi envoyer son CV avec des fautes d'orthographe parce que c'est lui, en fait. On devrait, en fait, envoyer les CV avec les fautes d'orthographe pour qu'ils voient que, voilà, c'est pas parce que... Moi, je donne toujours l'exemple de la NASA. La NASA engage les dyslexiques. Parce qu'en fait, on a d'autres ressources. On a la ressource de l'adaptation, de toujours s'adapter dans la moindre difficulté. Et c'est principalement ça, en fait, qu'ils recherchent. Puis, quand il y a un problème, on sait passer par-dessus. Et en fait, ils engagent, je ne sais plus combien, ils ont 20%, je crois, ou quelque chose comme ça, de 10 dans leur entreprise. Et la NASA, quoi. Enfin, c'est pas la petite entreprise du coin. Et je donne toujours ça comme exemple. Et généralement, les gens après ne savent plus quoi répondre. En fait, j'avais fait un travail l'année passée un peu sur la dyslexie. J'avais cherché des exemples. Et la NASA, j'en avais déjà entendu parler. Et effectivement, c'était vrai. J'étais là, oui, c'est un exemple assez représentatif, en fait. C'était quoi ton travail sur la dyslexie ? En fait, on devait rendre un projet. En fait, j'ai fait un journal, mais adapté pour les 10. Alors, je ne l'ai pas imprimé parce qu'on devait le rendre, c'était en plein confinement, donc j'ai rendu en virtuel. Mais je n'avais pas mis de texte justifié, j'avais mis un interligne, je ne sais plus, 1,15 ou 1,50. J'avais mis la police 10, même si je sais que certains n'aiment pas. Mais voilà, je voulais aller au bout du truc. J'avais mis une photo, toujours une photo, pour qu'on a un coup d'œil, on voit de quoi le texte parle. Très aéré, quoi, pas un journal écrit en 8, et puis une interligne de 000, quoi. Puis un texte justifié, quoi, tout ce que j'aime pas. Donc, après, je l'ai fait beaucoup par rapport à moi, mais en regardant avec d'autres 10, ils m'ont dit oui, avec une interligne d'1,15, une police un peu plus grande, c'est déjà beaucoup plus agréable. Et du coup, j'avais fait des recherches là-dessus et j'avais donné la NASA comme exemple. Okay. Est-ce que tu as autre chose ou... Non, je crois que j'ai tout dit. Ouais, bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis écoute, je sais pas... Avant de finir, il faut savoir que Axel et sa maman font partie de l'association dyslexique suisse romande. Vous pouvez retrouver tout leur contenu sur adsr.ch. Je vous mets les informations sur Facebook et sur Instagram. Voilà, donc c'est ici que se finit le témoignage. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous-même vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur Instagram à la page Fabrique du sentiment d'échec. Je voulais aussi remercier Lisa Chetto pour son aide pour la musique. Et je voulais remercier tous les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, merci, au revoir.